puis je vais parler de cette notion d'acceptabilité telle qu'on peut l'utiliser dans le contexte des plateformes de vidéos à la demande. Parce que ça ne vous a certainement pas échappé, mais la dernière décennie a été marquée par l'émergence d'importants mouvements sociaux, hein, qui ont donné lieu à un tournant en ce qui concerne les stratégies de représentation dans les récits produits par les industries culturelles. Des mouvements comme Black Lives Matter depuis 2014, suite aux émeutes qui ont entraîné la mort de Michael Brown, qui a été victime de tirs policiers à Ferguson. Donc, et Black Lives Matter qui connaît une résurgence depuis 2020 avec l'assassinat de George Floyd par des officiers de police de Minneapolis, et aussi MeToo, hein, depuis 2017, qui a émergé après le scandale Weinstein, qui touchait très directement les industries culturelles. Et donc, il me semble qu'on peut corréler ça à une évolution des critères d'acceptabilité en matière de représentation. Les entreprises ont été poussées à adopter une politique de diversité et d'inclusion beaucoup plus volontariste qu'elles cherchent à afficher pour valoriser leur image de marque. Euh, Ça y est, ça marche plus, évidemment. Voilà. Par exemple, hein, on peut citer cette déclaration de Robert Iger, qui était directeur général de Disney de 2005 à 2020 et qui a ensuite repris son poste en novembre 2022 suite au renvoi de Bob Chapek. Et qui a déclaré donc en 2017 à l'Assemblée des actionnaires de Disney, hein, c'est important que ce soit les actionnaires, hein, parce que c'est eux qui donnent l'argent, bien sûr. Donc nous, c'est ma traduction, hein, nous pouvons nous emparer des valeurs que nous jugeons importantes sur le plan social, échanger le comportement des gens, les amener à mieux accepter les multiples différences, culture, race et toutes les autres facettes de nos vies et de nos concitoyens. Donc, dans le storytelling de marque de Disney, la diversité et l'inclusion sont ainsi présentées, du moins dans le discours de ses représentants et représentantes, comme des valeurs phares de la firme qui cherchent à s'inscrire dans une lignée progressiste. C'est un phénomène plus large que les seules industries culturelles, hein, puisque les politiques de ce qu'on appelle Diversity, Equity and Inclusion, DEI, connaissent une croissance exponentielle depuis 2020. Dans l'industrie du cinéma et des médias, ça peut se traduire par la mise en place d'un cadre contraignant, comme celui que j'affiche ici, hein, celui de l'Academy of Motion Pictures, qui détermine l'éligibilité des films candidats aux Oscars. Et, voilà, et on voit que parmi les premiers standards qui sont affichés concernant l'éligibilité de ces films, donc il y a vraiment la question d'une représentation diverse. Voilà. On peut aussi prendre l'exemple, pardon, je vais trop vite, des pages Inclusion and Diversity, des plateformes de streaming, mais qu'on retrouve plus largement pour tout type d'entreprise anglo-saxonne, pas seulement pour les industries culturelles. Et dans les médias, donc, elles concernent à la fois le personnel de l'entreprise et le contenu des récits. C'est-à-dire que la diversité est une stratégie qui concerne à la fois la politique de l'emploi, et en même temps ce qu'on montre à l'écran dans les récits. Il faut souligner que ce type de page s'apparente souvent davantage à une stratégie rhétorique opportuniste et qu'elle ne préjuge pas nécessairement de la mise en œuvre des principes qui sont défendus. Donc ces pages ont parfois été très attaquées justement et dénoncées comme étant complètement hypocrites. Mais dans le contexte que je viens d'évoquer, on peut tout de même observer une évolution très nette de la politique de diversité dans les films et les séries télévisées, et notamment dans ceux qui sont diffusés sur les plateformes. Donc dans cette intervention, je vais en grande partie m'appuyer sur l'exemple de Disney pour plusieurs raisons. D'abord parce que mes travaux depuis quelques années portent en grande partie sur Marvel et Star Wars, donc je commence à bien connaître. Ensuite, ce que je trouve assez intéressant dans Disney+, c'est que le lancement a été postérieur de la plateforme, a été postérieur aux mouvements sociaux que je viens d'évoquer, puisque la plateforme a été lancée aux États-Unis en novembre 2019. Et autre chose qui est assez intéressante, c'est que la plateforme a permis de centraliser la diffusion de l'ensemble des productions Disney, dont certaines ne répondent plus vraiment à ces nouveaux critères d'acceptabilité. Donc, il me semble que ça offre un observatoire assez intéressant de ce point de vue. Mais je ne vais pas m'interdire d'autres exemples issus de Netflix ou de Prime Video notamment. Donc, je vais d'abord exposer les retombées concrètes de cette évolution sur le catalogue des plateformes de streaming, avant de me demander comment l'envisager dans une perspective narratologique.
Et je vais terminer par un point sur la réception en m'intéressant à la polarisation des critères d'acceptabilité. Donc, j'espère juste que je vais avoir assez de temps pour cette partie parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais voilà, je l'accélérerai peut-être si je manque de temps. Donc, pour ma première partie, hein, concernant l'évolution des politiques de diversité et la manière dont elles se traduisent concrètement sur les plateformes, bon, déjà, on peut observer une représentation accrue des personnes minorisées entre les années 2010 et 2020. Je vais prendre ici l'exemple de Disney, hein, puisque, en fait, bien sûr, les efforts en vue d'une représentation plus diverse et plus inclusive ne datent pas du lancement de Disney+, mais ils n'en sont pas moins tardifs, et on va le voir, hein, ils se trouvent démultipliés à partir du moment où la plateforme a été lancée. Si je prends pour commencer pour un petit tour d'horizon de ce qui se passait avant le lancement de Disney+, hein, je vais prendre l'exemple ici de la troisième trilogie de Star Wars, hein, donc, qui a été produite entre 2015 et 2019 et qui marquait les débuts de l'ère Disney de Star Wars. Hein, c'est-à-dire Disney avait racheté Star Wars en 2012. Et donc, ces trois films, hein, se caractérisent par une nette évolution du casting par rapport aux films précédents, puisque l'héroïne est une femme et le casting principal réunit plusieurs acteurs qui ne sont pas blancs. Mais les rôles de ces derniers, hein, et en particulier celui du personnage de film, incarné par un acteur noir, John Boyega, ont eu tendance à s'amoindrir au fil de la trilogie, ce qui a poussé l'acteur à exprimer sa déception quelques années après la sortie des films, hein, où il dénonçait le fait que son personnage avait un rôle narratif beaucoup moins important que dans le dernier volet de la trilogie par rapport au premier. Et donc, en ce qui concerne l'univers cinématographique Marvel, avant donc, le lancement de Disney+, les comics dont sont tirés les films et les séries apparaissent comme précurseurs, puisque en fait, le premier mouvement marquant chez Marvel, ça a été en 2014, quand Marvel Comics, donc pas la version cinéma, mais vraiment la maison d'édition, a annoncé, entre autres changements, que le personnage de Thor allait passer le relais à un personnage féminin, Jane Foster, et que Steve Rogers allait céder le costume de Captain America à Sam Wilson, un personnage noir. Et les films se sont ensuite progressivement enfouis dans la voie ouverte par les comics. Donc, au cinéma, un tournant a été marqué par la sortie de Black Panther en 1918, puisque non seulement quasiment toutes les têtes d'affiche sont noires, mais en plus, le film a été réalisé par un réalisateur noir, Ryan Coogler. Et le triomphe du film au box-office a contribué à tordre le cou à l'idée selon laquelle les films centrés sur des personnages non blancs étaient voués à l'échec commercial. Mais dans l'ensemble, hein, les films de la troisième phase Marvel demeurent majoritairement blancs et masculins et provoquent parfois des controverses sur des questions de représentation. Par exemple, Doctor Strange, hein, qui est sorti en 2016, pardon, a été accusé de whitewashing, c'est-à-dire le fait de donner le rôle d'un personnage non blanc à un acteur blanc. Donc pour avoir donné le rôle de l'ancien, qui est un homme asiatique dans les comics, à une actrice blanche, Tilda Swinton. Voilà. Et donc pour se convaincre de ce manque de représentation, hein, du MCU avant le lancement de Disney+, hein, on peut observer les graphiques suivants qui sont extraits d'un article qui date de 2018 et un article qui tire le bilan de 10 ans de MCU en matière de diversité. Et l'auteur de l'article constate notamment que malgré la sortie de Black Panther, 65,2% des têtes d'affiche sont des actrices ou des acteurs blancs. Il constate aussi qu'aucune femme n'a obtenu le rôle principal, hein, dans les productions Marvel jusqu'en 2018 et que seules 4 actrices non blanches ont été têtes d'affiche. C'est-à-dire elles n'avaient pas le rôle principal, mais elles étaient en 12e rôle, 3e rôle. Et la disproportion est encore plus nettement marquée en ce qui concerne le scénario et la réalisation, puisque seuls 9,3% des scénaristes ou réalisateurs n'étaient pas blancs, hein, jusqu'à 2018, et qu'aucune femme n'avait réalisé de film pour le MCU jusqu'en 2018,
une seule avait participé à l'écriture d'un scénario, Nicole Perlman, qui a coécrit le scénario des Gardiens de la Galaxie. Et donc, Captain Marvel, le premier film du MCU dont l'héroïne est une femme, ne sort qu'en 2019. Et il est également co-réalisé par une femme, Anna Boden, et scénarisé par 3 femmes. Et donc, c'est véritablement avec le lancement de Disney+, qui inaugure la 4e phase du MCU, que la politique de diversité est ensuite systématiquement appliquée au sein des franchises Marvel et Star Wars. Les séries permettent en effet une multiplication des personnages et supposent une diversification de l'équipe de production. Comme il y a beaucoup de besoins très forts pour nourrir de séries et de films pour nourrir le catalogue Disney+, en fait, on peut avoir des équipes démultipliées et ça facilite le travail de Disney pour recruter un casting plus diversifié. Donc, les chiffres de la phase 4 qui s'était qui s'est achevée en 2022 montrent très clairement donc, un renversement de la tendance qui avait marqué les 10 premières années de la franchise. Voilà, donc 3 films sur 4 là je m'en tiens à la phase 4 hein, donc, qui s'est terminée en 2022. Je n'ai pas encore fait les statistiques pour la phase 5 qui est en cours. Mais donc pour la phase 4, donc 3 films sur 7 dont la protagoniste est une femme, contre 0 avant. Hein. 3 séries sur 7 dont la protagoniste est une femme. Et ici, on voit aussi qu'il y a un rééquilibre assez marqué en ce qui concerne la distribution, hein, une représentation qui va vers l'égalité entre les hommes et les femmes et entre les personnages blancs et les personnages qui ne sont pas blancs. De même, en ce qui concerne le scénario et la réalisation, hein, même si là, on est encore assez loin de l'égalité, il y a un progrès quand même très, très, très net par rapport aux phases précédentes de Marvel. Voilà, donc ça c'était pour les films. Ici pour les séries, hein, de la même façon, on voit que on a, on se dirige vers un petit peu plus donc, de représentation équitable. Donc, je précise que la méthodologie que j'ai appliquée ici pour établir les statistiques est un petit peu rudimentaire et purement quantitative. Elle ne prend pas en compte de critères plus qualitatifs comme le rôle narratif des personnages incarnés par les acteurs, l'usage ou non de stéréotypes dans la caractérisation des personnages, etc. Bon, il en va de même aussi dans Star Wars. Hein. Par exemple, la première série diffusée sur Disney+, The Mandalorian, met en vedette un acteur chilo-américain, bon, même si on ne voit pas beaucoup sa tête, mais et l'équipe créative est composée de nombreuses femmes et de réalisateurs et réalisatrices minorisés. Donc, pour moi, c'est une évolution qui est multifactorielle, hein, qui est liée à la fois aux changements socioculturels, mais aussi au dispositif de la plateforme qui implique des besoins accrus en contenu, notamment en séries télévisées. Donc, je ne m'étends pas pour l'instant sur la dimension plus qualitative de l'inclusion et de la diversité dans les différents films et séries, mais je me contente de signaler également une volonté de l'entreprise d'éviter les stéréotypes et d'adopter des représentations respectueuses des différentes cultures, dont je relève ici simplement quelques aspects, hein, notamment la diversité des accents de la langue anglaise, hein, dans Black Panther pour le Marvel et Andor pour Star Wars, le refus d'une vision misérabiliste des minorités ethniques et religieuses, hein, dans Miss Marvel ou The Marvels, des personnages féminins volontiers associés à des caractéristiques de force physique, hein, Captain Marvel, She-Hulk, Cara Dune dans The Mandalorian, Ahsoka, etc. Je vais aussi prendre un autre exemple dans cette première partie que j'avais assez longuement analysé lors des dernières assises CPM. Donc là, juste quelques remarques à ce sujet. C'est celui du partenariat récent conclu entre la BBC et Disney+ pour la série Doctor Who, qui était jusqu'en 2023 diffusée en exclusivité sur la BBC et qui donc maintenant sera diffusée sur la BBC au Royaume-Uni et sur Disney+ pour la diffusion internationale. Et donc, pour les nouvelles saisons, hein, le showrunner Russell T. Davies, qui était à l'origine de la reprise de la série en 2005, revient.
Et donc, on assiste à un renforcement très net d'une politique de diversité, là aussi, hein, par rapport aux saisons précédentes de Doctor Who. Par exemple, hein, dans les épisodes spéciaux, la fille d'un des personnages, Donna, Rose, enfin, Rose c'est le prénom de la fille de Donna, est incarnée par une actrice transgenre, Yasmine Finney. Et à partir de la saison 14, le docteur est incarné par un acteur noir et queer, Ncuti Gatwa, et un rôle d'antagoniste est attribué à la drag queen américaine Jing Monsoon, multiple gagnante de RuPaul's Drag Race. Et il me semble que l'introduction d'une drag queen dans un programme familial n'a rien d'anodin dans un contexte à la fois marqué par une mainstreamisation, si on peut dire, de la culture drag, notamment via l'émission RuPaul's Drag Race, qui est elle-même devenue une franchise internationale, mais aussi par une panique morale qui traverse les milieux conservateurs, qui sont outrés notamment par l'organisation de séances de lecture destinées à des enfants par des drag queens. À ce titre, il est intéressant d'examiner ce partenariat à la lumière des critiques adressées il y a quelques années à Disney+ par Russell T. Davies. Russell T. Davies qui est très engagé sur la question de la représentation des LGBT à l'écran. On peut rappeler qu'il est à l'origine de la série britannique Queer as Folk et qu'il a été très critiqué par le public conservateur pendant les premières saisons de Doctor Who, notamment pour avoir introduit un personnage bisexuel, Jack Harkness. Donc, de ce point de vue, il me semble que pour Disney+, Doctor Who a une fonction corrective, parce que la plupart des franchises présentes sur Disney+ demeurent frileuses en ce qui concerne la représentation des LGBTQIA+, ce qui leur a valu beaucoup de critiques. Et donc, le fait d'introduire Doctor Who tel qu'il est dirigé par Russell T. Davies permet de rééquilibrer un petit peu la représentation de ce point de vue. Donc cette politique d'une représentation plus diverse ne se limite pas à Disney, hein, loin s'en faut, puisqu'elle est également adoptée dans d'autres franchises diffusées sur d'autres plateformes, par exemple Les Anneaux de Pouvoir sur Prime Video, qui a également un casting beaucoup plus divers que les trilogies de films Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Un petit point maintenant aussi sur le contexte de présentation du catalogue sur Disney+. Parce que là, pour l'instant, je me suis intéressée surtout donc, au contenu qui a été créé après le lancement de Disney+, ou en vue d'être diffusé sur Disney+. Mais là, maintenant, ce qui peut être intéressant de regarder aussi, c'est la manière dont Disney présente, dont la plateforme présente des contenus plus anciens et qui ne sont plus perçus nécessairement comme acceptables aujourd'hui. Et donc ici, hein, dans le cadre d'une initiative nommée Stories Matter, en partenariat avec des associations comme l'AFCA, l'African American Film Critics Association, Disney+ a mis en place des investissements dans la présentation de certains films qui comportent notamment des stéréotypes raciaux. Par exemple, le chat siamois de La Belle et le Clochard, hein, ou également ici, dans l'exemple que j'affiche à l'écran pour Dumbo. Donc, vous voyez le texte à droite de l'écran, ici, un texte d'avertissement. Donc, l'évolution des critères d'acceptabilité pousse ainsi l'entreprise à réévaluer son propre catalogue dans une perspective critique, en identifiant des dessins animés qui apparaissent désormais comme des fictions problématiques. Donc, il me semble que c'est une forme d'autorégulation dans la lignée de celle qu'évoquait Olivier Caïra dans les premières séances du séminaire, dans le contexte hollywoodien des décennies précédentes. Et le principe ici, c'est d'éviter une logique de censure pour les films qui comportent des éléments désormais perçus comme inacceptables, puisque ce serait au contraire aux objectifs de la plateforme, hein, qui cherche au contraire à valoriser tout son catalogue. Mais donc, l'objectif, c'est au contraire de permettre leur diffusion en ajoutant une contextualisation historique dont la fonction est précisément de rendre acceptables les films d'animation dont les représentations sont conçues comme datées, pour être gentil. Voilà. Et puis, on peut relever aussi hein, sur les plateformes des sections qui célèbrent la diversité dans les différents menus qui sont proposés.
Célébrons les héros de la communauté noire, qui met en avant les films et les séries dont les héroïnes et les héros sont noirs sur Disney+. Ou encore la collection Black Lives Matter, hein, là c'est carrément intitulé avec le nom du mouvement social, hein, qui est récupéré sur Netflix, ou une section avec de films LGBT sur Netflix également. Et donc ici, ces différentes sections proposent un cadrage pour l'interprétation des récits. Donc on invite à une lecture progressiste de ces films ou de ces séries. Voilà. Donc je passe maintenant à ma deuxième partie, hein, pour me demander en quoi est-ce que ces stratégies de représentation peuvent être envisagées avec une approche narratologique. Et si je reprends justement les exemples que je viens d'évoquer, hein, les avertissements sur Disney+, ou les sections sur les diverses plateformes, ici, cette manière de présenter les récits dans les menus ne touche qu'indirectement des problématiques narratologiques, puisque le but, c'est justement de préserver l'intégrité du récit dans sa version d'origine. Il me semble que ça affecte essentiellement ce que Jean-Pierre Eskenazi désigne comme le contexte de présentation, c'est-à-dire les critiques, les annonces publicitaires et autres médiatisations diverses qui encadrent la réception. Il s'agit donc d'une stratégie de branding, mais qui s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus générale, dans laquelle le récit devient un outil de soft power assumé des entreprises. Donc je pense que c'est tout de même intéressant d'en tenir compte, hein, dans une approche narratologique, parce que ça met en lumière l'histoire changeante de la réception des récits, et parce que j'ai une conception parfois un peu élargie de la narratologie. Mais je vais ici principalement passer en revue des aspects qui touchent directement les récits eux-mêmes. Donc le premier aspect, c'est l'octorialité. Si je reprends un peu si je renvoie aux travaux de Mathieu Le Tourneux, Mathieu avait montré qu'il y avait un déplacement de l'octorialité vers la figure du producteur dans les industries culturelles et particulièrement dans les franchises, puisqu'en fait, les décisions entrepreneuriales pèsent sur le développement du récit et deviennent donc, à mon sens, des questions narratologiques. Donc, en gros, quand on parle de stratégie de branding d'une entreprise, ça touche directement aussi le récit. Donc, comme l'écrit Mathieu ici, hein, plus largement, les fonctions auteurs tendent à se déplacer du côté du monde de l'entreprise, faisant d'acteurs industriels de véritables auteurs, à l'instar de Kevin Feige, président de Marvel Studios. Voilà. Et donc, Kevin Feige qui concilie les logiques d'univers de marque et de marque, et donc storytelling de marque et diégétisation. Ce phénomène n'échappe pas aux fans qui parlent volonté de Disneyification, en français Disneyisation, pour critiquer les développements narratifs des franchises qui ont été rachetées par Disney. Les décisions des scénaristes s'inscrivent dans un cadre contraint et en amont, le choix des scénaristes par les équipes de production est déterminé par les orientations générales de l'entreprise. Donc, dans l'analyse, il me semble qu'il devient difficile d'isoler très nettement ce qui relève du récit et du monde fictionnel des stratégies globales de l'entreprise. C'est ce que montrent notamment les travaux de Mathieu Le Tourneux, et c'est ce que j'avais montré aussi à sa suite dans ma communication lors du séminaire de l'an dernier. Ensuite, autre question qui me semble fondamentale pour la narratologie, hein, c'est la question de la fonction des récits de fiction. C'est-à-dire que cette évolution des critères d'acceptabilité telle qu'elle est mise en place par les entreprises, par les industries culturelles, est adossée à la question de leur fonction des récits, la fonction des récits des fictions, auxquels on attribue un pouvoir transformateur. Donc ici, je vais me situer au croisement de la narratologie et de la théorie des fictions, car les objets qui m'intéressent sont à la fois des récits et des fictions, et que dans ce cas, les dimensions narratives et fictionnelles tendent à être envisagées de façon conjointe par les industries culturelles. C'est-à-dire que dans les fonctions qui sont attribuées aux récits de fiction, on a un peu indifféremment la mention à la fiction ou la mention au récit, au storytelling. Voilà. Donc, dans Les pouvoirs de l'enchantement, Anne Besson observe une évolution dans le rapport à la fiction,
Elle montre que la fiction n'est plus pensée comme un simple loisir escapiste, mais comme une force politique dotée de pouvoirs transformateurs. Bon, je vais peut-être juste lire le début de cette citation, hein. En prêtant des pouvoirs transformateurs à la fiction, on en fait un espace de débat, voire une arène de conflit. On la politise. Et elle montre, hein, donc dans la suite de de cette citation, que du coup, on attribue désormais une fonction politisée aux fictions, y compris à des fictions imaginaires qui se rattachent à des genres de l'imaginaire, alors que traditionnellement, on avait plutôt tendance à dépolitiser complètement ce type de fiction. Donc, elle analyse principalement ce phénomène au niveau des usages et des réappropriations par les publics, hein, dans son ouvrage Les pouvoirs de l'enchantement, qui date de 2021. Mais il est frappant de constater que cette conception fonctionnelle de la fiction a été reprise dans les discours officiels dans un mouvement du bas vers le haut. Les industries s'adaptent à une demande de plus en plus insistante des publics et cherchent à éviter des backlash qui seraient nuisibles à leur image de marque. Les pouvoirs transformateurs des récits sont ainsi mis en avant dans les contenus promotionnels de la firme, hein, notamment à travers des données chiffrées que j'ai montrées tout à l'heure pour l'emploi, mais aussi dans des vidéos promotionnelles, par exemple, telles que celle-ci, qui est présentée sur la page dédiée à la diversité et à l'inclusion de Disney. Donc chez Disney, nous commençons par reconnaître que les images que nous montrons et les histoires que nous racontons ont une incidence sur la façon dont les gens se perçoivent et dont nous percevons les uns les autres. Et nous n'avons pas toujours réussi à le faire correctement. Donc là, il y a vraiment l'affichage d'une volonté de réajustement, reconnaissance des erreurs du passé. Et désormais, on repense la manière dont on raconte des histoires. On peut aussi reprendre donc l'exemple de la citation de Bob Iger que j'avais donné tout à l'heure. L'idée que le principe des récits de fiction, ce serait de changer le comportement des gens. On peut situer une telle évolution dans le contexte de ce que Mathieu Le Tourneux identifie comme le tournant post-Fordiste des industries culturelles. Celui-ci se traduit, je cite ici Mathieu Le Tourneux, par une spécialisation des imaginaires sériels qui cherchent à viser des catégories de publics plus spécifiques et par, je cite à nouveau, une hybridation des imaginaires génériques obéissant à un principe de flexibilité. Ce trait est caractéristique, selon lui, hein, d'une reconfiguration postmoderne des fictions en régime post-fordiste, hein, où le principe, c'est de s'adapter plus vite à la variété des publics, suivant leur sexe, âge, origine. C'est-à-dire que le public visé n'est donc plus tellement conçu comme une masse de consommateurs indifférenciés, mais comme une multitude de publics divers qui cherchent à renforcer l'expression d'une identité individuelle à travers les récits de fiction. Et Mathieu note ainsi, hein, parmi les stratégies singularisantes adoptées par les industries culturelles pour séduire les publics, l'adoption d'une perspective multiculturelle calibrée de manière à ne pas heurter les publics conservateurs. Donc ici, je lis cette citation. Ce sont les mêmes stratégies de séduction qu'on peut distinguer derrière la pratique qui consiste à intégrer très ponctuellement des éléments du vocabulaire des cultural studies dans les œuvres, personnages issus des minorités, répliques féministes, critiques des industries culturelles et des tropes véhiculant les valeurs d'une culture hégémonique, de façon à programmer un décodage subversif, mais en le contenant à la marge afin de ne pas s'aliéner les lectures majoritaires ou indifférentes à ces questions. Et il me semble que la multiplication de l'offre sur les plateformes donne précisément la possibilité de cibler des publics variés auxquels sont suggérés des contenus adaptés grâce aux algorithmes. Cependant, il me semble que ces dernières années, ce phénomène excède la dimension ponctuelle que Mathieu Le Tourneux lui accorde et qu'on observe une évolution marquée en 3 ans. Les industries culturelles assument davantage d'antagoniser les publics conservateurs. J'y reviendrai sur ce point dans ma dernière partie.
Cette remarque n'invalide cependant en rien son analyse. Elle va dans le sens d'un constat d'une certaine plasticité idéologique des fictions médiatiques qui s'adaptent à ce que les industries culturelles perçoivent comme une évolution générale des valeurs et des critères d'acceptabilité. On passe d'une conception escapiste de la fiction, définie comme un simple divertissement destiné à faire oublier ponctuellement les problèmes du quotidien, et qui était jusqu'alors la perception dominante, me semble-t-il, des fictions médiatiques, à une conception plus activiste qui souligne le potentiel transformateur de l'imagination. Anne Besson rappelle que cette approche fonctionnelle qui prête une utilité culturelle, sociale et éthique à la fiction peut se concevoir dans le paradigme contemporain de l'expérience de pensée qui promeut les fictions de l'imaginaire comme modèle pour penser l'action sur le monde et tenu d'en refléter la diversité. Les récits de fiction sont désormais au sein des industries culturelles conçus en fonction de ce qu'Alexandro Leiduan nomme modélisation axiologique, c'est-à-dire en fonction de leur interprétation suivant des valeurs éthiques, politiques et morales. Chez Leiduan, cette notion est mobilisée plutôt pour disqualifier les récits produits par les industries culturelles à l'ère numérique, qui, à l'inverse de récits auxquels il attribue une plus grande valeur, par exemple la littérature canonique du XIXe siècle, serait incapable de susciter une telle modélisation axiologique. Et à rebours de ce qu'il affirme dans cet ouvrage, je pense donc, dans la lignée des travaux récents d'Anne Besson, que cette notion est pertinente pour penser la relation aux fictions médiatiques. Si je rappelle aussi les différentes fonctions attribuées par la fiction par Jean-Marie Schaeffer au début des années 2000, bon, je vais résumer ici. En gros, ces différentes fonctions, ce serait la simulation de réactions dans un contexte dégagé de boucles réactionnelles courtes et intempestives, le fait d'opposer un contre-modèle à la réalité instituée, et enfin une fonction endotélique, c'est-à-dire compensatoire, compensatrice, qui est plutôt tournée vers soi-même et qui ne se mesure pas en termes d'interaction avec le monde, mais dont le but est d'aider à soulager le stress ou la souffrance. Et donc, historiquement, c'est plutôt la troisième fonction qui a été attribuée aux fictions produites par les industries culturelles, le fait une fonction plutôt endotélique, compensatoire. Or, on assiste, me semble-t-il, à une volonté de basculement de la troisième à la deuxième fonction, à la fois dans les usages qui sont faits de ces fictions par les publics, ce qu'a montré Anne Besson, mais aussi dans les pratiques des industries culturelles qui cherchent à articuler dans les récits divertissement et impact social, bien sûr parce que ça valorise l'image de marque des industries culturelles. Par ailleurs, Anne Besson, dans une intervention lors du colloque Variante qui s'est tenu en septembre à Lausanne, parle de pression narrative pour envisager un réseau de contraintes narratives très dense qui pèse sur la mise en intrigue des franchises et qui détermine des options préférentielles, délimitant les récits possibles en fonction du passé et du présent de l'œuvre expansive, je cite, de son inscription générique aussi. Donc, elle distingue plusieurs polarités que les franchises cherchent à équilibrer, à la fois pour conserver le public existant, mais pour permettre aux nouveaux entrants d'apprécier les nouvelles fictions. Et donc, par exemple, le va-et-vient entre des épisodes consacrés au parcours de personnages individuels et ceux qui les rassemblent dans dans des enjeux collectifs à vaste échelle. Donc, les phases Marvel, par exemple, sont construites sur cette alternance. Ou alors la polarité entre les objectifs de fidélisation et d'accessibilité. Et il me semble que ce qu'on peut ajouter au schéma d'Anne Besson ici, c'est une des formes de pression narrative qu'on peut situer sur le dernier ensemble de polarités, est liée aux valeurs défendues par l'entreprise, ou du moins par les opérations de communication de l'entreprise. Et ces valeurs se construisent notamment à partir des critères d'acceptabilité que les mouvements sociaux récents ont cherché à imposer, profitant notamment de la visibilité offerte par les réseaux sociaux numériques. Donc, je vais voir comment cette pression narrative se concrétise dans les récits en me concentrant peut-être plus spécifiquement sur les personnages. Donc, la représentation des personnages issus de groupes minorisés affecte diversement la mise en récit. Je vais étudier ici deux pratiques distinctes
ce qu'on appelle dans le vocabulaire des industries culturelles le colorblind casting et le color conscious casting. Donc, deux pratiques qui sont très débattues quant à leur mérite et leurs limites respectives, mais je ne vais pas m'étendre sur ce point pour me concentrer sur la manière dont elles affectent le récit. Donc, tout d'abord, ce qu'on appelle le colorblind casting, hein, qui est parfois traduit par casting daltonien. En fait, c'est une pratique dans laquelle la distribution des rôles se fait sans tenir compte de la couleur de peau. L'ethnicité n'est pas prise en compte dans le scénario et donc l'incidence du casting sur le récit et sur les personnages est ici minimale. Ça peut être le cas pour les adaptations dans lesquelles des rôles de personnages originellement blancs sont attribués à des acteurs ou des actrices de couleur. Par exemple, hein, dans House of the Dragon, le préquel de Game of Thrones, qui est inspiré des romans de J.R.R. Martin, ou dans The Last of Us, hein, série adaptée du jeu vidéo du même nom, dans Percy Jackson, série de Disney+, qui est adaptée d'une saga littéraire, ou encore dans les adaptations en live-action des dessins animés Disney comme La Petite Sirène. Donc ici, dans tous les cas, hein, ces personnages étaient blancs dans le récit le récit d'origine. C'est également le cas, il me semble, hein, donc là, ce n'est pas le cas d'une adaptation, hein, mais dans Star Wars, un monde science-fictionnel dans lequel le racisme n'est pas évoqué. Le pôle antagoniste dans ces différents avatars, dans Star Wars, hein, que ce soit l'Empire ou le Premier Ordre, est clairement inspiré des idéologies et des esthétiques nazies et fascistes, mais sans ces motivations racistes. Qu'il s'agisse de la race humaine ou des autres races spécifiques à l'univers de Star Wars. Donc, c'est pas le fait d'éradiquer une race n'est pas une motivation pour l'Empire ou pour le Premier Ordre. Ainsi, les personnages noirs peuvent aussi bien être affiliés à la Résistance ou à la République, comme Finn dans la trilogie récente, que j'ai évoquée tout à l'heure, ou à l'Empire ou au Premier Ordre, comme ici Reva Sevander dans la série Obi-Wan. Donc, dans le cas du color conscious casting, à l'inverse, les rôles sont destinés à des acteurs et des actrices appartenant à un groupe minorisé spécifique, et cette appartenance, pour le coup, est déterminante sur la mise en intrigue. Dans ce cas, il s'agit véritablement de stratégie narrative. Par exemple, ici, Sex Education. Dans Sex Education, l'intrigue se concentre sur les expériences différenciées des personnages selon leur couleur de peau, leur appartenance religieuse, mais surtout selon leur orientation sexuelle et de genre, la série étant investie d'une dimension pédagogique très marquée de ce point de vue. Dans les exemples que j'ai évoqués plus haut, c'est également le cas de Doctor Who, où la transidentité de Rose est au cœur de l'intrigue des épisodes dans lesquels elle apparaît. C'est aussi le cas dans les récentes fictions de Marvel, hein, par exemple Black Panther, Miss Marvel ou encore Echo. Echo, hein, donc c'est une des récentes séries de Marvel. Il me semble que c'est une série qui montre bien la superposition ici entre le niveau des acteurs et des actrices et celui des personnages. Puisqu'en fait, dans Echo, l'intrigue est construite autour de l'ethnie et des handicaps de l'actrice principale, Alaqua Cox, qui est sourde et amputée d'une jambe, ce qui n'est pas le cas du personnage dans les comics. Et donc, ici, on peut observer une relation mimétique entre les équipes qui travaillent dans les entreprises et les représentations à l'écran. Les entreprises cherchent à refléter la diversité de la population à la fois dans leur politique d'emploi et dans les contenus qu'elles proposent. Dans une telle perspective, c'est ainsi qu'on pourrait passer de la représentation à la représentativité. En ce qui concerne Marvel, hein, pour le coup, il y a il y a une évolution dans les pratiques, hein, puisque les récits qui étaient produits dans la décennie précédente pratiquaient plutôt le colorblind casting. Hein. Par exemple, Nick Fury, personnage initial blanc dans les comics, qui était incarné par Samuel L. Jackson à l'écran. Mais voilà, donc dans les récits récents, pour le coup, là, il y a une pratique plus nettement orientée vers le color conscious casting.
Je vais m'attarder hein, pour un petit peu plus longuement sur un exemple emblématique des fictions à l'ère Black Lives Matter, celui de Black Panther. Puisque dans Black Panther et de façon encore plus marquée dans le deuxième volet, hein, Black Panther Wakanda Forever, le casting, donc je l'ai dit, est presque intégralement noir. Les quelques personnages blancs sont ravalés au rang de personnages secondaires. L'héroïne du deuxième volet, hein, Shuri, qui reprend le costume de Black Panther précédemment porté par son frère après la mort de celui-ci. Donc son frère qui était incarné par l'acteur Chadwick Boseman qui a succombé à un cancer, hein, ce qui fait que c'est le personnage de Shuri qui a le rôle principal dans ce nouveau volet. Et donc Shuri, c'est un personnage de surdoué. Donc là, évidemment, la référence, c'est Olivier sur cette question. Et il me semble que ce qui est assez intéressant, c'est que chez Shuri, la tension entre le corps et le cerveau qu'Olivier identifie comme un des traits caractéristiques de surdoué à l'écran, donc je renvoie au livre d'Olivier, page 122 et les suivantes, donc c'est-à-dire le corps malade et ou négligé en proie à des addictions, donc est ici inexistante. Donc ici, Shuri est une combattante hors pair avec un style vestimentaire très travaillé. Elle se situe plutôt dans la lignée des surdoués super-héroïques qui mettent leur intelligence au service d'une lutte physique contre les adversaires. Donc là, pareil, Olivier, page 111. Euh, euh, donc c'est une femme qui a du pouvoir puisqu'elle est appelée à régner sur le Wakanda. Or, les femmes noires surdouées sont extrêmement rares dans les fictions médiatiques, hein. Je sais, sauf erreur de ma part, il n'y en a pas dans l'ouvrage dans ton livre. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, donc c'est vraiment. Ouais, ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment à mon avis, c'est vraiment des trucs qui. Celle qui est vraiment dans le livre, Ouais, parce que biopic. voilà, mais c'est ça. Donc c'est vraiment plutôt à partir de 2020 qu'on peut voir émerger ce type de 2019-2020, on va dire qu'on peut voir émerger ce type de personnage. Enfin, bon, elle existait déjà en 2018, en fait, mais là, elle a vraiment le rôle principal, quoi. Donc ici, on a la reprise d'un type de personnage emblématique, mais avec une inversion du genre et de la couleur, et en inscrivant l'intrigue dans un contexte qui questionne la place d'un royaume fictionnel africain, le Wakanda, sur la scène internationale. Donc plus généralement, les États-Unis sont sans ambiguïté identifiés, au même titre que les autres puissances occidentales, comme une nation colonisatrice, mue par des intérêts prédateurs vis-à-vis des autres continents, ce qui était déjà le cas dans le premier volet, hein, de Black Panther. Donc tout le récit est construit ici, hein, autour du renversement des stéréotypes généralement associés aux pays africains et aux personnages africains, hein, la pauvreté, le sous-développement, etc. Les avancées technologiques et scientifiques du Wakanda sont supérieures à celles du reste du monde. Ainsi, le renversement identifié par Anne Besson ne se limite pas à une représentation plus diverse et plus inclusive. On peut également noter des prises de position idéologiques tranchées, voire militantes, dans un contexte sociétal marqué par des tensions culturelles, ce qui va dans le sens de la proposition d'Anne d'envisager les fictions médiatiques comme des arènes. Ici, ce type de citation, ici, c'est un positionnement assez marqué, hein, sur des questions qui font un débat et qui n'ont pas trouvé de consensus au moment où le film est produit. Donc, bon, je ne défends pas pour autant l'idée, bien sûr, que les deux films Black Panther seraient des brûlots révolutionnaires, puisque l'idéologie anticoloniale du récit est articulée à une personnalisation extrême du pouvoir national qui n'est guère interrogée dans les films. Dans Wakanda Forever, le conflit du Wakanda avec le royaume sous-marin Talokan, pardon, il y a en gros dans Wakanda Forever, l'intrigue c'est ce conflit entre le Wakanda et un royaume sous-marin Talokan qui se situe en Amérique latine. Et donc, ce conflit entre les deux pays, qu'on peut qualifier de monarchie de droit divin, n'est évité que grâce à la décision in extremis des deux leaders de conclure une alliance pacifique.
Et ce, donc, alors même que les problématiques liées aux dérives d'un pouvoir autoritaire ont déjà été précédemment abordées dans les films du MCU, par exemple Captain America Civil War. Donc, ce qui me semble assez intéressant ici, c'est que les critères d'acceptabilité, du point de vue des critères d'acceptabilité chez Disney, il n'est plus possible, il n'est plus acceptable de porter à l'écran des films qui ne comportent aucun personnage issu de groupes minorisés. En revanche, la représentation idéalisée de régimes antidémocratiques ne pose pas vraiment de problème. C'est que la personnalisation du pouvoir permet une dramatisation des enjeux, hein. Les décisions des protagonistes, qui sont par ailleurs dotés de compétences surhumaines, ont des conséquences sur des peuples entiers, voire sur le monde entier. Et donc, cette personnalisation du pouvoir fonctionne comme une sorte d'exhausteur de tension narrative, en quelque sorte, en jouant sur une hypertrophie des enjeux. Le genre super-héroïque ne se satisfait pas vraiment d'intrigues qui se jouent à un niveau local. Voilà. Donc, si je reviens à ces notions de color blind casting et de color conscious casting, hein, donc, que j'ai un peu séparé dans ma présentation, dans la pratique, en fait, la séparation n'est pas aussi binaire, puisque différents degrés entre les deux pôles sont parfois envisageables. C'est par exemple le cas de la série Bridgerton, une série diffusée sur Netflix qui a adapté des romans sentimentaux du même titre de Julia Quinn. Et dans les romans qui se déroulent au début du 19e siècle, tous les personnages sont blancs. Dans l'adaptation qui est produite par la société de Shonda Rhimes, donc on a au contraire beaucoup de personnages qui ne sont pas blancs. Le risque, c'est une fragilisation de la série du point de vue de l'acceptabilité en raison des critères de vraisemblance. La société de l'Angleterre géorgienne est représentée ici comme vierge de toute forme de racisme. Donc, ce qui évidemment n'était pas le cas de l'Angleterre du début du 19e siècle. Et cependant, on n'est pas tout à fait dans un contexte de colorblind casting, puisque, en fait, une justification narrative est offerte au traitement égalitaire de tous les personnages, et elle est fournie par la reine Charlotte, qui est incarnée par une actrice d'origine guyanaise, hein, Golda Rochevel. Donc la fin du racisme structurel s'expliquerait par son mariage plusieurs décennies plus tôt avec le roi Georges IV. Donc à partir du moment où le roi a épousé une femme qui n'était pas blanche, ben, tout d'un coup, ça y est, plus de racisme dans la société du 19e siècle. Je caricature un peu le propos de la série, mais à peine. Et voilà. Et d'ailleurs, l'expression colorblind casting a été récusée par l'un des créateurs de la série, Chris Van Dusen, qui disait mais non, pas du tout. On évoque bien la couleur de peau et ses conséquences, la couleur de peau des personnages et ses conséquences dans la série. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'évolution des critères, c'est une évolution des critères d'acceptabilité en ce qui concerne la vraisemblance du genre du période drama, il me semble. Jusqu'à il y a quelques années, c'était un genre enfin, très, très populaire et qui valorisait une forme d'authenticité, avec des guillemets bien sûr, historique, qui s'appuyait bien sûr sur une vision de l'histoire très reconstruite, mais donc en tout cas, les périodes drama des années 80, 90, 2000, etc., multipliaient des indices d'authenticité avec des tentatives de reconstitution historique, plus ou moins fine des mœurs de l'époque. Donc, ce qui importait, c'est que ce soit quand même crédible, vraisemblable d'un point de vue historique. Cet aspect n'est pas complètement abandonné dans Bridgerton, puisqu'il y a tout de même une source très vaguement historique, hein, pour la reine Charlotte, puisque une possible ascendance africaine de la reine Charlotte a été régulièrement évoquée depuis les années 1920, mais celle-ci est très majoritairement contestée par les historiens et les historiennes. Mais en tout cas, la société mixte mise en scène dans Bridgerton n'a évidemment aucune prétention au réalisme historique. C'est une sorte de contre-histoire, ce qui peut être vu comme un moyen commode de contourner la question du racisme. Mais ici, par rapport au roman de Julia Quinn, on n'a pas seulement une adaptation, mais une version transfictionnelle
qui me semble se rattacher à la catégorie que Richard Saint-Gelais nomme les contre-fictionnels silencieux. Donc, où voilà, la dimension contre-fictionnelle est un petit peu discrète. Les grandes lignes du récit sont identiques au roman, mais des corrections sont apportées pour le rendre acceptable. Voilà. Euh, un autre point, c'est que dans le contexte actuel, l'arène ne se limite pas au monde fictionnel. Non, je vais donner ici un exemple qui vient à nouveau de Star Wars, puisque les prises de position ouvertement conservatrices et réactionnaires des employés de Disney se voient généralement lourdement sanctionnées. Ici, donc, ainsi, Gina Carano, l'interprète de Cara Dune dans The Mandalorian, a-t-elle été licenciée au motif de valeurs incompatibles avec celles de l'entreprise après une série de posts transphobes sur Instagram et après avoir comparé les soi-disant persécutions dont seraient victimes les soutiens de Donald Trump à celles que les Juifs ont subies durant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a un procès en cours de Gina Carano contre Disney qui est financé par Elon Musk. Donc, ça prend vraiment des proportions assez importantes. Et à l'inverse, hein, donc l'acteur principal de The Mandalorian, hein, Pedro Pascal, affichait sur Twitter son soutien aux droits des LGBTQIA+, ou à la candidature du candidat de gauche Gabriel Boric à la présidence du Chili. Ceux qui participent d'une certaine manière au soft power de l'entreprise. Donc là, aucun problème pour Pedro Pascal ici. Donc ici, c'est une polémique extra-diégétique, mais qui implique des conséquences sur la mise en récit, puisque c'est une nouvelle contrainte avec laquelle les scénaristes doivent composer. Cara Dune, qui était l'un des personnages importants de The Mandalorian, n'est pas intégré à la troisième saison. Les scénaristes sont contraints de trouver une explication diégétique satisfaisante à son absence, en l'occurrence son recrutement par les forces spéciales de la Nouvelle République. Donc ici, il me semble que c'est un exemple des aléas que les scénaristes doivent intégrer dans les récits sériels en cours de production. C'est un phénomène que j'avais longuement étudié dans ma thèse. Et donc, l'exemple de Gina Carano, hein, qui a suscité des réactions très polarisées, puisqu'elle a reçu le soutien de l'extrême droite américaine, me semble un peu caractéristique de ce que certains commentateurs ont appelé la guerre culturelle, hein, aux États-Unis. Et donc, pour terminer, je vais me tourner justement vers cette question de la réception des fictions. On va voir que du coup, ces nouveaux critères d'acceptabilité ne sont pas perçus comme consensuels parmi les publics. Voilà. Quelle heure est-il? Bon, ça va. Bon, ça va. J'ai été assez vite jusqu'à présent. Je vais pas trop traîner quand même, mais voilà. Donc, j'aborde ma dernière partie, hein, le récit de fiction comme arène. Donc, pour travailler sur cette question de la polarisation des critères d'acceptabilité. Puisqu'en fait, les plateformes se situent sur un terrain profondément conflictuel en promouvant la diversité et l'inclusion, ce qui entraîne une polarisation très forte des débats, du moins dans leur partie la plus visible, hein, celle qui s'affiche sur les réseaux sociaux numériques, qui est souvent mise en avant dans les médias. Donc, il y a une forme de lutte active contre une normalisation d'une représentation diverse par une partie du public. Et donc, comme je disais, hein, ça montre qu'il n'y a pas vraiment de consensus concernant les critères d'acceptabilité. Donc ici, je vais m'appuyer en partie sur un dossier qui est un petit peu antérieur à la période que j'étudie, hein, et qui date de 2018. Et donc, c'est un dossier qui était sorti dans la revue Participations et qui s'intéressait aux pratiques dites toxiques des fans. Et je vais confronter certaines analyses de ce dossier à des exemples récents. Donc, ce qui m'intéresse ici et qui rejoint, me semble-t-il, les problématiques du séminaire, c'est l'articulation dans l'évaluation des récits par les spectateurs et spectatrices d'une dimension idéologique avec des critères esthétiques et narratifs. Par exemple, la fidélité au canon. Je vais y revenir. Donc, juste pour situer un peu ce terme de toxicité qui est très utilisé dans les médias pour qualifier des comportements qui s'assimilent à du cyberharcèlement, hein,
Je m'appuie là sur la définition qui en est proposée par Kelsey Cameron dans ce dossier que je viens d'évoquer. Donc pour Kelsey Cameron, les pratiques toxiques sont des attaques, je cite, des attaques ad hominem vers les producteurs médiatiques qui vont au-delà d'une colère qui pourrait être justifiée, des formes d'interaction entre fans et producteurs que plusieurs dans la communauté de fans aimeraient désavouer. Donc les pratiques toxiques sont en lien généralement avec des sujets sociétaux tels que la misogynie, le harcèlement, le racisme, l'homophobie ou encore la transphobie. William Proctor et Bridget Keyes montrent que les pratiques toxiques de fans ne sont pas un phénomène nouveau, mais qu'elles ont été amplifiées par les possibilités qu'Internet offre en matière de visibilité, de rassemblement, d'écho et de partage. Dans la citation ici que je ne vais pas lire en entier. Mais voilà, donc il y a une citation dans laquelle donc, les deux auteurs montrent bien que si ces querelles sont aussi visibles, c'est aussi c'est en grande partie grâce ou à cause de la visibilité offerte par les réseaux sociaux numériques. Et dans la deuxième partie de la citation, hein, il montre notamment que ça a un grand succès dans les médias qui sélectionnent par cherry picking les déclarations sur les réseaux sociaux numériques. Le cherry picking étant un procédé de présentation des faits ou des données qui donne du crédit à une opinion en passant sous silence les cas qui la contredisent. Euh, donc, le développement de ces pratiques toxiques marque une résistance à des changements sociaux que certains sous-groupes considèrent comme un déclassement. Donc ici, en fait, voilà, ce que montre Proctor et Keyes, c'est vraiment l'idée que c'est donc certains groupes sociaux qui s'estiment lésés par les nouvelles stratégies de représentation dans les industries culturelles. Et dans les médias, ces pratiques sont souvent assimilées au mouvement d'extrême droite, hein, notamment à alt-right, un mouvement qui milite pour le suprématisme blanc et contre le féminisme et le multiculturalisme. Mais selon Proctor et Keyes, en fait, une telle affirmation est simplificatrice et on ne peut pas affirmer que l'ensemble des campagnes qui s'attaquent à la diversité dans les fictions médiatiques sont orchestrées par l'alt-right. Donc, Proctor et Keyes mettent en garde contre le traitement simplificateur des pratiques toxiques dans les médias. Matt Hills va dans le même sens hein, et il avertit qu'il faut prendre garde à ne pas automatiquement assimiler fans et trolls lorsque la pratique du trolling porte sur des fictions médiatiques. Donc maintenant, je vais prendre un peu plus en détail l'analyse d'une polémique qui remonte à 2014. Hein. Donc c'est la polémique autour de la nouvelle trilogie Star Wars. Qui a été étudié par William Proctor. Et donc, je vais essayer de résumer les conclusions de Proctor pour ensuite les discuter à la lumière des contenus Star Wars et Marvel produits depuis le lancement de Disney+. Donc voilà, la référence, hein, c'est cet article, hein, c'est toujours dans le même dossier qui portait sur cette question des pratiques toxiques des fans. Et en fait, donc, Proctor s'intéresse aux réactions qui ont été suscitées par la sortie de la bande-annonce du Réveil de la Force de J.J. Abrams, hein, qui devait lancer qui lançait la nouvelle trilogie Star Wars en 2015. Donc une bande-annonce qui a suscité de nombreuses réactions des fans dont certains se réjouissent du futur film et se mettent immédiatement à créer des contenus. Mais il y a eu également beaucoup de réactions négatives de certains fans qui s'insurgeaient contre la présence d'un des personnages mis en scène, un Stormtrooper noir, interprété par John Boyega. Et donc, ça a été un sujet de discussion brûlant sur les réseaux sociaux. Un sujet de discussion qui était vraiment exactement concomitant avec la montée en puissance des hashtags liés au mouvement Black Lives Matter. Et donc, les médias se sont emparés du hashtag Black Stormtrooper pour en faire, qui était populaire au moment de la sortie de cette bande-annonce, pour en faire l'emblème de justement la toxicité des fans.
Donc, par exemple, hein, dans cet article de Matthew Rosa, hein, qui est souvent évoqué par Proctor dans son article. Hein. Et donc, ce journaliste, hein, Matthew Rosa, assimile le hashtag Black Stormtrooper à un hashtag raciste. Et donc, la méthode adoptée par Proctor pour étudier ce phénomène, c'est de récolter des tweets manuellement, hein, à une date, entre la date de la sortie de la bande-annonce et puis une quinzaine de jours après. Et en fait, ces résultats montrent que selon lui, la réalité est plus complexe que l'image qu'en donnent les médias. Et il montre, voilà, il fait une analyse quantitative du corpus, hein, qualitative, pardon, pas quantitative, justement. Et en fait, ce qu'il montre, c'est que les débats qui accompagnent ce hashtag portent en fait davantage sur la fidélité au canon que sur la couleur de peau de l'acteur. Donc, ce qui est problématique pour une minorité de fans, c'est que la présence de Boyega contredit une donnée fictionnelle préalablement établie dans l'attaque des clones en 2022, à savoir que les Stormtroopers sont des clones de Jango Fett, incarnés par l'acteur polynésien Temuera Morrison, mais aussi donc dans la série animée The Clone Wars. Où là également, hein, les Stormtroopers sont présentés comme les clones de Django Fett. Et donc, selon Proctor, il est très réducteur de résumer la relation aux fictions médiatiques comme une arène entre des fans progressistes et des fans réactionnaires. Bon, il précise toutefois que sa démarche ne vise pas à nier l'existence d'attitudes racistes chez les publics, mais le hashtag Black Stormtrooper, hein, selon lui, illustre davantage des exemples de ce que Matt Hills appelle dans Fan Culture des conservationnistes textuels, sans la connotation politique, c'est-à-dire des fans qui veillent à la continuité du canon et qui sont très attachés à l'autorité du texte de départ. Voilà. Et donc, Proctor met en évidence plusieurs tweets qui s'inscrivent dans cette lignée et qui, selon lui, ne présentent aucun contenu raciste. Donc, vous les avez ici. Donc, pour lui, il s'agit davantage de délibération sur le canon. Ce qui pose problème à ses fans, selon Proctor, ce n'est pas la couleur de peau de l'acteur, mais la continuité avec la prélogie. Donc, ce serait une forme de ce que Richard Saint-Gelais appelle le purisme des fans. Et donc, il met ça aussi en lien avec un élément important de la culture geek, hein, c'est-à-dire des stratégies, qui a été étudié notamment par David Perron, c'est-à-dire des stratégies de distinction pour distinguer des fans authentiques, entre guillemets, de fans un peu plus amateurs. Dans le même sens, hein, les fans qui s'étonnent de la présence d'un Stormtrooper noir, hein, reprochent aux autres leur manque de connaissance du canon. Voilà, donc c'est-à-dire, on a dans les tweets que je vous affiche ici, ce sont des fans qui accusent ceux qui s'insurgent de la présence d'un acteur noir pour jouer un personnage de ce Stormtrooper de ne pas bien connaître le canon Star Wars parce qu'il y avait toutes les justifications fictionnelles qu'on voulait dans les épisodes précédents. Et donc, mais pour Proctor, en fait, les tweets qui évoquent la question de la couleur de peau sont davantage ceux qui s'insurgent contre ceux qu'ils perçoivent comme une campagne raciste. C'est-à-dire, c'est uniquement ou principalement selon Proctor, le camp progressiste qui voit du racisme chez certains fans, là où il n'y en a pas forcément, dans un contexte très tendu lié à l'émergence de Black Lives Matter après les émeutes de Ferguson, ce qui encourage donc les spectateurs et spectatrices favorables à ce mouvement à adopter par défaut une interprétation politique. Et de même, en ce qui concerne la perception d'une masculinité toxique, hein, voire l'invective dans les tweets que je vous ai montrés contre les fanboys, par exemple. Mais donc, pour Proctor, hein, les tweets racistes sont en fait minoritaires et donc le hashtag Black Stormtrooper ne peut pas être qualifié de campagne raciste. Donc, le point qui me paraît intéressant dans l'approche de Proctor, hein, c'est la tentative
d'éviter le cherry picking. Euh, il adopte une attitude plus documentée que celle qui est celle de la plupart des médias qui tentent, selon lui, à utiliser le terme toxicité de manière abusive et il cherche vraiment à analyser les tweets de manière exhaustive. Euh, Ouais. Mais à mon sens, il y a tout de même quelques limites hein, à cette approche, puisque en fait, son étude se réduit à l'analyse d'un seul hashtag sur Twitter, qui en l'occurrence, en fait, a été largement utilisé non pas pour dénoncer la présence d'un Stormtrooper noir, mais pour lutter contre les attaques racistes à son égard. Donc, une conclusion plus prudente aurait été de signaler que ce hashtag est en fait davantage utilisé par des internautes antiracistes que par des internautes racistes. Et il me semble que pour pouvoir tirer des conclusions plus générales, il aurait fallu faire une recherche plus vaste sur Twitter et aussi explorer les forums fréquentés par des militants d'extrême droite sur Reddit ou 4chan, par exemple, ou encore étudier les profils des acteurs sur les réseaux sociaux. Donc, à mon sens, Proctor n'échappe pas véritablement au cherry picking qu'il dénonce. L'autre problème, c'est que Proctor ne précise pas quand est-ce qu'il a fait la recherche, ce qui peut impliquer que certains contenus aient été effacés, hein, ce qui est assez régulièrement le cas sur Twitter, enfin, qui s'appelait Twitter à ce moment-là. Et le dernier problème, c'est que, et c'est ça que je vais surtout peut-être discuter, hein, c'est que considérer qu'il n'y a aucun sous-texte raciste dans la revendication d'une fidélité au canon me paraît un peu questionnable, parce qu'il y a souvent une porosité entre les deux. C'est-à-dire que très souvent, les spectateurs et spectatrices qui attaquent les stratégies de représentation dans les films s'appuient pour légitimer leurs propos sur une fidélité au canon. Donc, pour illustrer ce dernier aspect et pour terminer cette communication, en fait, je vais me tourner vers ce qu'on appelle depuis 2008 le review bombing, c'est-à-dire une stratégie qui consiste à laisser massivement et depuis plusieurs comptes des avis négatifs sur une œuvre. Donc, le review bombing a touché un certain nombre de séries et des films récents. Avec le cas le plus connu, hein, c'est celui de la petite sirène, hein, à partir du moment où Disney a annoncé que la petite sirène serait incarnée par une actrice noire. Je vais prendre l'exemple des avis des séries Mrs. Marvel et She-Hulk, hein, donc dans l'univers cinématographique Marvel, sur IMDb. Juste pour rappeler, hein, Miss Marvel met en scène une adolescente musulmane voilà, d'origine pakistanaise qui découvre un bracelet hérité de son arrière-grand-mère qui lui donne des super pouvoirs. Et dans She-Hulk, Attorney at Law, l'héroïne est une avocate qui est contaminée par le sang de son cousin, hein, Bruce Banner, et qui développe les mêmes super pouvoirs que lui. C'est-à-dire, elle peut se muer en un double qui possède une force colossale. Mais contrairement à Bruce Banner, et c'est ça qui énerve beaucoup certains spectateurs, elle parvient sans difficulté à contrôler la transition entre ces deux identités. Et donc, pour les deux séries, si on regarde un peu les statistiques des notes attribuées sur IMDb, ce qui est très frappant, en fait, c'est une surreprésentation des avis qui attribuent une note de 1 sur 10. C'est-à-dire le fait qu'il y ait beaucoup de 10 sur 10, en fait, ça c'est assez courant sur IMDb, hein, mais par contre, hein, avoir autant de notes aussi basses, c'est pas quelque chose de très très courant. Donc, bon, c'était particulièrement flagrant dans les premiers jours après la sortie, hein. Là, je crois que au moment où j'ai pris cette capture, ça s'était déjà un peu rééquilibré. Mais dans les jours qui suivaient la sortie, c'était encore plus net, une majorité très, très, très frappante de notes de 1 sur 10. Voilà. Donc, à noter aussi dans les statistiques qui viennent d'IMDb ici, les hommes sont beaucoup plus nombreux à noter les séries. C'est le cas pour la plupart, bon, après c'est le cas pour la plupart des contenus Star Wars et Marvel.
La moyenne des notes des femmes, hein, on voit dans les deux dernières lignes des tableaux ici, la moyenne des notes des femmes est plus élevée que celle des hommes, quelle que soit la catégorie d'âge. Et après, ensuite, si on consulte la section des avis des utilisateurs et utilisatrices, et donc principalement celles et ceux qui ont donné la note de 1 sur 10, qui m'intéresse ici, euh, on constate que, bon là j'en ai sélectionné seulement quelques-uns, hein, mais on constate que de nombreux commentaires reprochent aux séries leur paresse scénaristique ou la mauvaise qualité des dialogues, entre autres critiques qui portent sur les dimensions narratives, poétiques et esthétiques. Mais aussi, pour un certain nombre d'utilisateurs et d'utilisatrices dont j'affiche ici un échantillon, ces critiques sont mêlées d'une charge contre la politique inclusive menée par Disney, avec une indignation contre l'agenda woke de Disney, hein, contre les thématiques féministes, etc., qui, en fait, pour eux, ruinent la dernière phase Marvel. Donc, les mêmes remarques peuvent être faites pour. Donc là, ça c'était pour Miss Marvel. Ici, c'est pour She-Hulk. On retrouve un petit peu les mêmes thèmes, hein, autour de. Le terme woke est quand même très présent, la dénonciation du féminisme, etc. Et les mêmes remarques peuvent être faites concernant d'autres films et séries, y compris celles pour lesquelles la surreprésentation des notes de 1 sur 10 est moindre, à l'instar d'Obi-Wan Kenobi, hein, qui a été diffusé à partir de 2022, et dans laquelle Ewan McGregor reprend le rôle du personnage titre qu'il incarnait dans la prélogie Star Wars. Et ici, en fait, justement, c'est la fidélité au canon de George Lucas qui est souvent invoquée pour justifier la dénonciation du casting inclusif. Disney est accusé d'avoir ruiné Star Wars, hein, voire, alors ce qui me fascine beaucoup, hein, voire de propagande marxiste, hein, si vous regardez le commentaire en haut à droite. Voilà. Et donc ici, en fait, à chaque fois, le progressisme est conçu comme un dévoiement des récits, c'est-à-dire le fait d'adopter je mets des guillemets bien sûr, un agenda woke nuit à la qualité narrative, esthétique des récits. Et c'est interprété aussi comme une profonde remise en cause du canon. Voilà. Bon, je précise ici que les observations que je propose sont pour l'instant un peu une sorte d'esquisse, hein, à partir de laquelle je ne suis pas en mesure de tirer des conclusions fermes en ce qui concerne l'ampleur du phénomène, ce qui est très compliqué à vraiment quantifier. Mais pour ça, il faudrait donc faire peut-être une étude quantitative, et avec une évaluation du pourcentage de commentaires, et aussi, hein, une vérification systématique de l'authenticité des profils qui postent. Voilà, pour identifier d'éventuels bots. Alors, je mets aussi ici une citation d'un ancien acteur de Star Wars, hein, Simon Pegg, qui me paraît assez intéressante parce il a déclaré il y a quelques années, hein, je ne sais plus quand, bon, c'est pas grave, assez récemment quand même, que les fans de Star Wars étaient les plus toxiques. Donc, c'est une citation qui tombe peut-être dans le penchant relevé par Proctor et Hills d'une assimilation systématique entre fans et pratiques toxiques. Mais il me semble qu'il soulève un argument qui me paraît pas inintéressant, à savoir celui du progressisme tardif de Star Wars. C'est-à-dire qu'en fait, selon lui, hein, en fait, si Star Wars provoque des réactions aussi violentes de certains fans qui ne s'y reconnaissent plus, et qui se vivent comme les perdants de ces changements culturels, c'est parce qu'en fait, c'était initialement un univers assez conservateur, réactionnaire, etc. Et si il n'y a pas ce souci-là avec Star Trek, c'est parce que l'univers de Star Trek était bâti dès le départ sur un idéal inclusif. Voilà, je pense que une telle hypothèse pourrait être valable également pour Marvel, puisque le public, enfin, l'univers Marvel, l'univers cinématographique Marvel était initialement très blanc et très masculin, et le public aussi. Et donc, une partie des fans des premières phases ne se retrouvent plus dans les films et les séries récents,
ce qui engendre un sentiment marqué de trahison et la nostalgie d'un canon plus conforme à leurs valeurs. Et donc, dans ce cas, on peut parler pour Marvel ou pour Star Wars davantage que d'une évolution, d'un revirement idéologique, même si celui-ci s'étale sur plusieurs années. Donc, si la diversité du casting n'est pas considérée comme acceptable par une partie du public, c'est bien parce qu'il y a aussi une réorientation des stratégies narratives et fictionnelles. On peut prendre aussi l'exemple du Seigneur pardon, des Anneaux de pouvoir, hein, la série d'Amazon Prime Video qui est un préquel du Seigneur des Anneaux et qui est partiellement inspiré des œuvres de Tolkien et qui a également été victime de review bombing. Donc ici, les deux captures comparent les notes pour la communauté de l'anneau, hein, le premier film de Peter Jackson, et des anneaux de pouvoir. Et on voit bien la différence, là encore une fois, dans la proportion des notes qui attribuent 1 sur 10. Le review bombing a été tel que Amazon a été contraint de désactiver la possibilité de poster par un avis pendant les 72 heures suivant la sortie du premier épisode pour pouvoir vérifier si les avis provenaient d'utilisateurs réels avant publication. Voilà. Et donc, si on prend quelques... pardon, là, au score, ah mince, j'ai oublié une capture. Ah, désolée, il manque une capture d'écran. Bon, j'avais prévu de vous montrer quelques commentaires qui étaient publiés sur IMDb. Et là encore, en fait, ce qui était assez frappant bon, même si vous êtes obligé de me croire sur parole, hein, ce qui était assez frappant, c'était de constater qu'un nombre important de spectateurs et de spectatrices qui regrettent la présence de personnages autres que blancs et le rôle important accordé aux personnages féminins, notamment à Galadriel. En fait, utilise l'argument de la fidélité aux œuvres de Tolkien. Et donc, c'est des spectateurs et bon, c'est pas principalement des spectateurs, je pense, hein, mais qui s'insurgent, par exemple, de l'existence d'un elfe noir en évoquant la fidélité à l'œuvre Tolkien comme en guise de justification. C'est-à-dire, Tolkien n'a pas mis d'elfe noir dans ses ouvrages, donc c'est une aberration d'un point de vue du canon. Donc là, évidemment, tous les utilisateurs et les utilisatrices n'évoquent pas le genre ou la couleur de peau des personnages dans les raisons pour lesquelles ils ou elles ont été déçus par la série, mais c'est tout de même un phénomène assez important qui touche de plus en plus de fiction médiatique. Même si c'est complexe hein, de l'appréhender à sa juste mesure, ce sera, à mon avis, un enjeu important dans les études de réception dans les années à venir. Et ce que je trouve assez frappant, c'est que d'autres films ou séries qui ont des pratiques de casting comparables, hein, dont j'ai évoqué Bridgerton par exemple, n'ont pas subi, à ma connaissance, de review bombing ou alors dans des proportions bien, bien moindres. Donc il me semble que les crispations qui concernent la diversité se concentrent le plus souvent sur des univers fictionnels qui sont préexistants. Donc, c'est lorsque les orientations narratives rompent avec les orientations précédentes qu'on a des réactions très hostiles de la part de certains spectateurs et spectatrices. En l'occurrence, Bridgerton, c'est une série qui est adaptée de romans, mais les pratiques de casting n'ont pas suscité une telle levée de bouclier parce que les romans, peut-être, avaient un public bien moindre que pour la série qui est regardé en majorité par des spectateurs et spectatrices qui n'ont pas lu les romans. Alors que pour Star Wars, Marvel, pour Le Seigneur des Anneaux, le fandom est déjà très structuré, très attaché aux œuvres préexistantes, d'où des réactions parfois très violentes lorsque ça ne va pas dans la direction que certains fans apprécient. En guise de conclusion, peut-être aussi une petite mise à jour qui amène à traiter avec prudence les évolutions dont j'ai fait état jusqu'à présent, puisque les résultats mitigés des films Marvel récents, qui sont attribués par Bob Iger à la multiplication de l'offre en séries télévisées, qui entraîne selon lui une dilution de l'attention. Et donc, Iger a annoncé en juillet 2023 un changement de stratégie
fondée sur la diminution du nombre de projets, et notamment sur de projets liés à Marvel et Star Wars, ainsi qu'une réduction du budget. Et à cela s'ajoutent des déclarations qui datent de décembre dernier, que j'affiche ici, hein, et qui laissent entrevoir la possibilité d'un revirement concernant l'orientation des récits. Il y a ici donc, le fait que les récits de fiction ne doivent plus se concentrer sur le message politique, mais principalement sur le divertissement. Donc, pour l'instant, il est bien sûr encore beaucoup trop tôt pour mesurer les conséquences d'une telle déclaration. Est-ce qu'il s'agit d'une simple précaution rhétorique essentiellement adressée aux actionnaires qui sont inquiets des mauvais résultats des derniers films et séries? Ou est-ce qu'il s'agit d'une mise en sourdine de la dimension politique des films au profit donc de leur fonction endothélique, pour reprendre le terme de Jean-Marie Schaeffer? Il me semble que quelques signes vont dans la direction de cette dernière interprétation, hein. Par exemple, les inquiétudes et la fébrilité de Disney en ce qui concerne l'adaptation en live action de Blanche-Neige, dont la sortie est prévue en 2025 avec une actrice latino-américaine, Rachel Zegler, dans le rôle titre. Mais la date de sortie a été déjà repoussée. Le scénario a été remanié à l'occasion de la grève des scénaristes, notamment en raison des difficultés de Disney pour trouver une représentation acceptable des sept nains. Voilà. Et donc Disney a visiblement très peur que le film soit un échec cuisant. Tandis qu'en parallèle, une réplique anti-woke est programmée, produite par un média conservateur, hein, The Daily Wire, avec une commentatrice politique conservatrice américaine, Brett Cooper, dans le rôle titre. Donc là, il y a vraiment, on assiste vraiment à des sortes de guerre de studios, des studios conservateurs contre le soi-disant progressisme de Disney. Donc, les développements narratifs des franchises sont ainsi, je pense, tributaires des résultats commerciaux de la firme. Et donc, s'il y a effectivement un coup de frein créatif, c'est avant tout une décision commerciale destinée à rassurer les actionnaires, qui pourrait expliquer donc un repli sur la seule fonction endothélique. Donc, il faut garder, il me semble, à l'esprit que l'accent qui est mis sur la fonction de modélisation axiologique des récits de fiction n'est peut-être qu'un moment éphémère dans l'histoire des industries culturelles. Dans ce moment de crise que traverse Disney, hein, avec l'échec des derniers films, la volonté est très forte de rassurer les actionnaires. Donc, puisque, en fait, finalement, les critères d'acceptabilité déterminants, ce sont ceux des actionnaires, soit principalement la rentabilité. Mais ces derniers peuvent être aussi influencés par le climat de polémique dans lequel baignent les productions récentes et lui attribuer l'échec de certaines, hein, même si rien ne prouve qu'il en soit la cause.